DUT Littoral Côte d'Opale. Retrouvez les étudiants en DUT Gestion administrative et commerciale des organisations Gacko Time tous les jours à 11h sur www.studiogacko.fr. Tourisme, sport, débouchés Gacko, étudier à l'étranger, société, cinéma, musique. Retrouvez-nous tous les jours à 11h. À bientôt. Bonjour à tous, vous écoutez Gacko Time, la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale de Longnes. Et si aujourd'hui nous parlions du placement de produits, savez-vous de quoi il s'agit ? Sinon, cette séquence est faite pour vous. Vous saurez désormais en déceler sur les formes, les identifier et les supports que vous utilisez chaque jour et pouvoir juger de leur transparence. Et cela nous concerne tous, vous et moi, mais j'en entends déjà là me contredire. Mais est-ce que vous êtes sûr de vous ? On va en reparler juste après. Pour l'instant, je vous laisse entre les mains de Mathilde, qui va prendre soin de vous en apprendre clairement et rapidement sur la question. Et je vous rappelle aussi que cette émission est réalisée entièrement par les étudiants de DUT Gestion administrative et commerciale des organisations, dans le cadre des TD de communication. Bonjour à tous. Alors, éclairons donc le mystère du placement de produits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tous les supports publicitaires sont envisagés pour diffuser des messages commerciaux, et particulièrement le placement de produits. Donc en fait, il consiste pour une marque à introduire au sein d'une œuvre audiovisuelle, musicale ou artistique l'un de ses produits. Donc on évoquera ici dans un premier temps les différents supports de placement de produits, puis dans un second temps les réglementations auxquelles il est soumis. Commençons donc par le domaine artistique. Comme son nom l'indique, le placement de produit dit artistique désigne l'usage d'un domaine artistique dans la promotion d'un produit, tel que le cinéma. La marque Apple, par exemple, présente dans 33% des films, est un leader du placement de produits dans les films américains. Et que permet ce type de placement de produit au juste ? Rappelons que lorsqu'une marque a recours au placement de produit, en fait, c'est avant tout dans l'objectif de gagner en notoriété et d'intégrer son produit dans le quotidien des individus. Prenons pour exemple le fait de créer dans un film une scène où l'acteur savoure un produit de marque accessible au public. Ceci peut offrir en fait à la marque l'opportunité d'influencer le téléspectateur et ses habitudes de consommateur. En effet, qui n'a pas déjà été forcé de constater que peut-être un film avait influencé un achat de l'un de ses produits. C'est qu'une supposition, mais je pense qu'on a tous été concernés un jour ou l'autre. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas sans savoir qu'en France, il y a des réglementations qui régissent ce genre de pratiques. Et qu'est-ce qu'il en est justement pour ça ? Il faut savoir qu'il existe une instance exprès, c'est en fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a décidé en fait très précisément en février 2010 d'autoriser les placements de produits, mais exclusivement dans les œuvres cinématographiques, dans les fictions audiovisuelles et dans les vidéomusiques, bien évidemment à la seule condition de ne pas être destinés aux enfants puisqu'évidemment ils sont beaucoup trop influençables. C'est vrai. Merci de nous avoir éclairés sur le sujet. Maintenant, pour en venir au 2.0, Internet n'occupe-t-il pas une place justement prépondérante pour les marques au vu du grand public qui est connecté en permanence ? Est-ce que, au niveau de ces réseaux sociaux, que tout le monde a intégré à son quotidien comme Instagram, qu'est-ce qu'il en est ? C'est une bonne question. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, avec 500 millions d'utilisateurs, ce qui est relativement énorme, Instagram accorde une importance majeure à l'esthétique des publications. Je pense que tout le monde ici le sait, puisqu'on est tous des usagers d'Instagram, dans notre génération, majoritairement. Les leaders d'opinion, donc, partagent leurs produits à leur communauté en postant des photos attrayantes. Et notons, par ailleurs, que ce partage est très rapide, ce qui rend le placement de produit simple, en fait, à mettre en place, tout simplement. D'accord, donc par là, Facebook serait détrôné alors ? Non. Facebook demeure un canal privilégié en fait, puisque aujourd'hui 73% des Français de 13 à 19 ans y possèdent un compte, ce qui est relativement énorme. Il s'agit d'une cible active, d'une cible influençable, une cible sensible en fait au discours des célébrités. Et puis, question pratique, en fait, Facebook offre au public une grande facilité d'identification des marques, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Et on le sait, qui dit Facebook, Instagram, dit Twitter. Ce réseau est-il aussi efficace que ses voisins ? Alors effectivement, Twitter c'est une stratégie particulière en fait, puisque pour gagner en notoriété auprès d'un public jeune et connecté, Twitter conserve son importance stratégique pour les marques. En fait, ses utilisateurs suivent quotidiennement l'actualité des nouvelles technologies. Donc c'est un moyen pour les marques de s'adresser au public de manière directe et personnalisée. Et qui plus est, disons que
Twitter, si je me trompe pas, s'est mis au goût du jour puisque maintenant une publication est limitée à 280 caractères, ce qui est relativement court. Donc ça permet de s'adresser aux gens de manière simple, concise et rapide. Et on sait bien que les gens aiment les messages courts, clairs, au moins on est sûr d'être lu en fait. Ouais, c'est vrai. Et en ce qui concerne Snapchat, quelle est son utilité parmi ces géants ? Alors Snapchat, venons-en à lui justement, c'est le réseau social des jeunes. Bien sûr, c'est le seul qui permette une telle proximité entre ses membres, en raison notamment d'un partage instantané. Et les adolescents, tout particulièrement les jeunes adolescents, ils suivent les célébrités et leurs recommandations sur justement le volet célébrité spécialement conçu par Snapchat récemment. Et donc l'intérêt d'un placement produit sur Snapchat, c'est tout simplement de cibler les plus jeunes qui ne s'intéressent pas aux campagnes de publicité traditionnelles. Voilà, donc c'est un moyen de les toucher autrement. Et n'oublions pas non plus, j'allais oublier, la blogosphère, qui reste moins connue du public, mais dans laquelle les placements de produits se révèlent efficaces chez les lecteurs, parce que bien évidemment il faut la connaître, mais dans le monde des blogs, quand on aime les blogs, on les lit, on en lit beaucoup, c'est un peu comme la lecture de presse, mais à une autre échelle, et donc on est forcément perméable, ou peut-être plus influençable, plus emprunt aux influences aux influences des placements de produits, puisque ça existe tout autant sur la blogosphère, pardon. Exactement. Il y a donc là une très grande diversité de supports, mais est-ce qu'il est possible aux personnes justement d'identifier le placement de produits quand celui-ci a envahi chacun des réseaux sociaux que nous utilisons ? Toute la question est là, clairement, oui. En 2016, sur Twitter, justement, le youtubeur Antoine Daniel, qui est à l'origine des émissions comiques What the Cut, il dénonce la violation du principe de transparence dans les placements de produits. Donc, pour ceux qui ne savent pas, rappelons que d'après le site e-marketing, que la notion de transparence peut faire référence au fait qu'une publicité soit clairement identifiée comme telle par l'individu exposé. Donc bien évidemment, c'est un sujet fortement discutable puisque chacun d'entre nous, vous et moi, sommes quotidiennement exposés à la publicité et cela bien souvent à notre insu. Pour référence, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Peut-être l'exemple de Squeezie et Norman, qui sont des youtubeurs bien évidemment très célèbres sur la toile, qui dans leurs vidéos... qui ont fait une vidéo qui s'appelle Assassin des Templiers, de laquelle en fait le journal Le Monde nous apprend qu'aucune mention du commanditaire de la vidéo n'est citée dans la description publique, bien qu'on apprenne que la société de production confirme pourtant avoir été en contact avec l'éditeur du jeu vidéo Assassin's Creed. Il semblerait d'après les journalistes que les youtubeurs réfléchissent donc rarement en termes d'éthique. En effet, c'est donc clairement lorsqu'il y a placement de produit, toute la question est là. Et donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui réalisent un placement de produit et qui ne nous indiquent pas la motivation réelle de leur publication. Il est donc complexe de déceler, pour vous et moi, si un influenceur est réellement convaincu du bienfait de ce qu'il expose ou s'il fait cela dans le cadre d'une collaboration avec une marque. Bon, on en a certains qui dévoilent ces réalités, en fait. Donc l'abonné, dans ce sens-là, se sent peut-être moins trahi, moins dupé, moins manipulé. Bon, même si on reproche à cette démarche son aspect commercial, on ne peut pas douter de son honnêteté, ça c'est sûr. Ouais, exactement, et pour ça j'en témoigne personnellement. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que nos auditeurs seraient quand même curieux d'en apprendre un petit peu plus sur les réprimandes que subissent ces frauduleux. Alors, venons-en à nos chers frauduleux, justement. La loi a ses effets sur la question. Et précisément, c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s'attache depuis peu à ces soucis d'éthique, en s'appuyant sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui déclare, je cite, que toute publicité doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Allez donc observer les modifications récentes dans les vidéos que vous suspectiez tout court, cacher un placement de produit, mais vous serez surpris, je pense. C'est vrai. Et là, tu évoques ici le cas des Français, mais il faut pas oublier que ces plateformes sont avant tout internationales. Donc, est-ce que la loi réserve donc le même sort aux États-Unis, par exemple ? Absolument, ouais. Absolument. Aux États-Unis, la publicité est réglementée par la Federal Trade Commission qui a décidé que sur leurs photos, d'après le journal Le Temps, que les influenceurs devront préciser et sans équivoque si le produit leur a été offert ou s'ils ont été payés pour le promouvoir. Donc il semblerait d'après ça que les pratiques évoluent. Du côté de YouTube par exemple,
On constate tout récemment l'invention ou l'instauration d'une phrase qui annonce la visée commerciale de la vidéo, tandis qu'Instagram, de son côté, a créé une mention partenariat commercial avec, sous le nom de l'influenceur en question ou d'une publication très populaire. Et ça, c'est pour YouTube et Instagram, mais pour les blogs, il en est quoi ? Les blogs, il faut savoir que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, créer un blog, c'est créer un blog à partir d'un hébergeur, donc sur le site d'une plateforme comme WordPress par exemple, ou c'est créer son propre site, donc le coder, etc. C'est vraiment... C'est compliqué parce que du coup, il se base sur des plateformes diverses et variées. Et par conséquent, il semble difficile d'appliquer une réglementation aussi rigoureuse pour un tel ensemble. Et je pense que peut-être que ce sera amené à évoluer vu l'évolution des plateformes comme YouTube et Instagram. Mais je pense pas que ce sera demain la veille qu'on constatera tout ça. Ce n'est que mon avis, mais... Et on peut donc penser que beaucoup d'internautes ne distinguent pas les publications à visée commerciale de ce qui ne l'est pas, justement. C'est cela. Et d'ailleurs, je tenais juste à ajouter que quand bien même le devoir de transparence s'appliquerait au même degré, quel que soit le support, on focalise bien souvent plus notre attention sur le contenu du post que sur ses éléments périphériques, bien souvent secondaires. Et en plus, je demande à voir, personnellement, combien sont ceux qui lisent systématiquement les descriptions dans cette génération qui est la nôtre, où l'individu sélectionne souvent que les sources de plaisir, en fait, et que ce qui l'intéresse, que ce qui le concerne, et rejette automatiquement les détails plus ingrats, peut-être dans l'espoir de gagner du temps, j'en sais rien, mais c'est un fait, aujourd'hui, on est comme ça, et je pense que ça influence notre connaissance en fait des motivations réelles de ce à quoi on est exposé. Et donc je pense qu'on peut noter aussi que même s'il existe une loi de la transparence, les usages sont très complexes à réglementer. Et pourquoi ? Eh bien parce que les plateformes aujourd'hui elles évoluent en permanence. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, tout évolue très vite. Du coup la problématique déontologique d'aujourd'hui, toute la question est de savoir si elle n'est pas différente de celle qu'on définissait hier. Exactement. Voilà. Et c'est là justement toute la question qu'on se pose. Merci beaucoup Mathilde de nous avoir éclairé sur ce sujet. Mais concrètement, ça donne quoi dans la vie de tous les jours ? Quel est le rapport au placement de produits selon l'âge des personnes qui sont dans la société ? Bonjour à tous, moi c'est Alice. Je suis là pour vous parler d'un sondage qu'on a réalisé en interrogeant dans la rue des personnes de 3 tranches d'âge, donc 8 personnes de chaque catégorie de 17 à 50 ans. Dans la catégorie d'âge entre 17 et 23 ans, tous savent ce qu'est le placement. Par contre, 75% pensent que le placement n'influence pas leur consommation. Ensuite, 87% déclarent faire confiance aux influenceurs, même si leurs vidéos peuvent être motivées par un placement. Pour les personnes entre 29 et 38 ans, 87% ne savent pas ce qu'est le placement et 12% pensent que le placement ne détient pas d'influence sur notre consommation. Ensuite, pour la tranche des 50 ans, tout comme les personnes de 30 ans, 87% ne savent pas ce qu'est le placement et seulement 12% pensent que le placement peut influencer notre consommation, mais sans pour autant se méfier des influenceurs qui ont recours à cette pratique commerciale. Merci beaucoup Alice de nous avoir éclairé sur ce sujet. D'ailleurs, pour compléter cela, nous avons un invité qui est présent avec nous pour répondre à quelques questions que nous allons lui poser. Alors bonjour Dylan. Bonjour. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. On aimerait te poser quelques questions concernant le placement de produits. Alors tout d'abord, quel âge as-tu ? 18 ans. D'accord. Et donc, est-ce que tu sais ce qu'est le placement de produits ? Après, ça revient un peu à ce que ça avait dit, par rapport à YouTube. Admettons un youtubeur qui va placer un produit, je prends l'exemple du casque audiovisuel là, c'est tout nouveau qui vient de sortir, ça va être ça, ça va être la marque, je prends admettons Squeezie ou d'autres youtubeurs, ça va être ça, mais ça va s'arrêter à ces vidéos on va dire. Ouais, d'accord. Mais t'en as déjà vu ? Ouais, voilà. Ok, donc on dit du par là, donc tu sais ce que c'est, tu t'en as déjà vu sur internet. Est-ce que t'avais conscience de ce que c'était en fait ? Ah oui, c'est un placement de produit, ça se voit tout de suite dans la vidéo, après, déjà dès le début de la vidéo, les youtubeurs le disent généralement. Voilà, mais c'est parce que t'es de notre génération, alors que comme le disait Alice plus tôt, il y a des gens qui s'en doutent absolument pas en fait, que c'en est un, et ils savent pas ce que c'est, du coup on peut dire qu'ils le savent. Exactement, donc par là tu constates quand même que le placement de produit prend de l'ampleur,
puisque maintenant on arrive quand même à identifier clairement le placement de produit qui est dans une vidéo. On s'en rend compte, les youtubeurs en parlent déjà, même certains dès le début. Et donc, pour toi, est-ce que le placement de produit que les youtubeurs présentent de leurs vidéos, ça influence ta consommation ? Non, pas du tout. C'est pas parce que je vois un youtubeur se balader avec un casque et que je vais forcément en acheter un. C'est vrai. Et justement, par rapport à, admettons, ce youtubeur qui place ce casque dans cette vidéo, est-ce que le fait de savoir justement que ce youtubeur présente tel ou tel produit, est-ce que ça te fait avoir moins confiance en lui ? Est-ce que tu as tendance à te sentir un petit peu plus manipulé ? Non, pas du tout. Enfin, pour ma part, je me dis juste que c'est son avis personnel qui est pris en compte. Il nous fait une vidéo sur ses choix, sur, admettons, ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Il aurait pas aimé, je suppose qu'il aurait peut-être pas mis la vidéo. Mais bon, après, voilà, ça n'influence pas du tout mes choix. Après, justement, toute la question est de savoir, derrière, ils sont payés pour faire ça. Ils sont payés plus ou moins cher. Et ça, y a pas tout le monde ne le sait pas forcément, en fait. Et c'est pour ça, je pense que... Même si tu sais, par exemple, je sais pas si Squeezie fait la promotion d'un casque, etc. Si derrière, tu sais qu'il est payé, je sais pas, 5 000 € pour faire cette promotion, j'en sais rien, je donne un chiffre au hasard. Est-ce que tu te méfierais plus ou t'es imperméable à ça ? Ça t'est pas... Ouais, complètement imperméable. Ok, intéressant. D'accord. Bon, on te remercie beaucoup, Dylan, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé. Et d'ailleurs, parmi les personnes que nous avons interrogées dans la rue, une personne a accepté qu'on enregistre ses réponses. Donc, je vous laisse écouter la séquence. Alors, bonjour, je vais vous poser quelques questions sur le placement de produit. Alors, savez-vous ce qu'est le placement de produit ? Oui, D'accord. Où est-ce que vous le voyez le plus souvent ? en général sur les réseaux sociaux, sur internet. Ok. Est-ce que vous pensez que le placement de produit prend de l'ampleur à l'heure actuelle ? Ouais, totalement. Pensez-vous que le placement de produit influence votre consommation ? Non, pas du tout. D'accord. Et dernière question, est-ce que le fait de savoir qu'une célébrité ou un influenceur a recours au placement de produit freine la confiance que vous pouvez avoir en lui ? Non, pas du tout, donc ça change pas sa façon d'être. D'accord, merci. Et d'après vous, que pensez-vous du placement de produit ? Tant que ça change pas la façon d'être des personnes ou le comportement de certains, ça change rien. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Donc, maintenant, pourquoi pas faire justement une analyse de toutes ces données. Donc, si on prend pour représentatif d'une catégorie d'âge en général chaque population interrogée, c'est-à-dire si Dylan représente la population des jeunes de 18 à 23, au même titre que Robin d'ailleurs, et que les gens de 30 ans qu'on a interrogés ou ceux de 50 représentent leur génération, eh bien, on peut constater que toute la population adolescente a clairement connaissance de ce qu'est un placement de produit, donc ceux-ci affirment ne pas être influencés ou ne pas se méfier des personnes qui le pratiquent, tandis que les 30 et 50 ans ignorent vraiment totalement pour la plupart ce terme et les pratiques, évidemment, qui vont avec. Et sur les réponses qu'on a obtenues, pour ceux qui connaissent, une très petite minorité bien évidemment, ceux-là auraient en revanche un avis différent des personnes qui ont 18 ans. Ils auraient plus de recul et auraient tendance justement à imaginer que, oui, ça influence la consommation. Donc, tout le débat est là en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'à 18 ans, on est beaucoup plus influençable, on est beaucoup plus perméable. On se laisse beaucoup plus facilement atteindre parce qu'on se cherche, il y a plein de notions, psychologiques derrière ça. Et puis c'est comment dire, on se cherche. Et je pense que on est vite influençable de ce fait et que c'est pas comme une personne de 50 ans qui sait quelle est sa consommation, qui sait quelles sont ses valeurs dans la consommation, dans plein de choses, et qui sait par conséquent qu'elle va pas être influencée par une chose en particulier. Et du coup, qui peut prendre plus de recul. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, c'est vrai que les jeunes ont tendance à être beaucoup plus influençables, tu l'as dit, que leurs aînés, sont beaucoup moins aussi peut-être attentifs. Ils voient peut-être pas forcément le danger immédiat d'un placement de produit. Est-ce qu'on peut parler de danger pour un placement ? Non. Pas forcément, mais ils n'ont pas... Les motivations derrière. Ouais, voilà, c'est ça. La réalité, tu veux dire. Ouais. Voilà, ce que ça représente derrière, la motivation qu'il y a eu derrière pour justement faire cela, ont tendance à être moins attentifs, moins... lucides ou clairvoyants. Voilà, c'est ça, moins vigilants par rapport à ça, et que donc que leurs aînés, qui eux, ont peut-être déjà plus conscience du fait de se méfier,
de ce qui les entoure, par rapport aux pubs, voilà, de pas être forcément très influençable. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, personnellement... Moi, je pense que c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, on est une génération où, comment dire, les idoles des jeunes d'aujourd'hui sont des influenceurs, sont des gens sur Internet, des youtubeurs, etc. Et que par conséquent, les idoles de nos parents, avant, c'était des chanteurs, etc. Les chanteurs faisaient pas de placement de produits comme ça. Aujourd'hui, les personnes auxquelles s'identifient les jeunes de notre génération, ce sont des personnes sur Internet. Il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut abuser d'une confiance, en fait. C'est une personne qui peut aussi bien s'attirer l'admiration, mais aussi jouer de cette admiration pour en abuser sur un plan commercial. Les idoles de nos parents, j'ai pas l'impression que c'était la même chose. Donc je pense que du coup, automatiquement, du fait d'idolâtrer quelqu'un, d'idéaliser ou autre, du fait de leur jeune âge, chez les gens, ça pousse bien évidemment à être beaucoup plus influençable. Voilà. Après, justement, ça fait débat. Ça fait débat, c'est-à-dire qu'il y a une petite guéguerre entre les influenceurs, savoir moi je ne présente, par exemple je pense à la youtubeuse qui s'appelle Shera, qui fait référence que aux produits en fait, qui explique bien que les produits qu'elle teste, les produits qu'elle conseille, elle les teste avant, elle les teste pendant 2 à 3 mois sur le long terme. Et il y a d'autres youtubeurs qui ne les testent absolument pas, qui les reçoivent par colis et qui savent qu'ils sont payés, donc qui les exposent directement. Vraiment ça dépend, mais que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, maintenant il y a tellement de plateformes que c'est compliqué de savoir à qui faire confiance, où se renseigner, et puis est-ce qu'il y a une plateforme qui est plus légitime que l'autre en matière de placement de produits, ça je sais pas. C'est vrai que c'est un débat assez large, ce sujet, mais on remercie tout le monde d'avoir participé. Merci Mathilde de nous avoir informés sur ce sujet. Merci Alice pour toutes ces statistiques. On remercie Sydney aussi, Amandine, qui nous ont beaucoup aidés à la régie, et toi aussi Dylan d'avoir participé avec nous à l'émission. Donc voilà, n'oubliez pas, vous êtes sur Gakko Time tous les jours à 11h. On se retrouve pour une prochaine émission.